Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision avec nos invités avec qui nous débattrons tout à l'heure. Nous échangerons sur ces principales unes parues ce mardi 26 juin 2018, une date forcément qui rappelle bien des choses surtout tragiques dans le monde du football camerounais. Et nous démarrons cette revue des Grandes Unes avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la présidentielle 2018, la nouvelle expression qui parle d'Akerechi Mouna, candidat du FPD. Un peu plus d'un an après sa déclaration de candidature, le challenger du président Biya, jadis père du mouvement Now, a enfin trouvé un parti politique désormais. C'est sous le drapeau du Front populaire pour le développement qu'il se présentera aux élections d'octobre prochain. Lui qui a été adoubé par une foule importante et investi comme candidat de ce parti politique samedi dernier du côté de Ngaoundéré, Akerechi Mouna, que d'aucuns pressentaient se présenter sous la bannière de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, parti créé par son frère Ben Mouna, mais il n'en est rien. Il a choisi donc il a choisi le FPD, et pour certains, notamment Maître Simon Kaka qui a repris dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin, cela démontre toute l'ouverture d'Akerechi Mouna, le candidat donc de toute la nation camerounaise. Et puis c'est toujours dans les colonnes de ce parti présidentiel 2018, le Social Democratic Front qui dénonce, selon les responsables de ce parti, l'information sur la rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis et les trois candidats de l'opposition est tout simplement un gros mensonge. Le journal qui rappelle que le journal La Nouvelle et plusieurs autres parutions hier lundi ont fait des tirs groupés sur ces trois candidats de l'opposition, notamment Joshua aussi Maurice Kamto et Maître Akerechi Mouna, comme quoi ces derniers auraient perçu plusieurs milliards de francs CFA de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Balering, pour contrecarrer la candidature pour contrecarrer donc Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Joshua aussi qui précise dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce matin qu'il n'en est rien. Il s'agit tout simplement d'un pur montage, un pur mensonge avec à la manœuvre, selon Joshua aussi, certaines officines et cabinets noirs du côté de Yaoundé. Football dans les colonnes de La Nouvelle Expression, Zambo Anguissa qui reste à Marseille. L'information a été donnée par l'international camerounais. C'était à Douala, dans la capitale économique, le 21 juin. Lui, Zambo Anguissa, qui a ajouté, en tout cas, qui a parlé ainsi devant des supporters camerounais de l'Olympique de Marseille. Affaire Bouba Simala, entre manipulation et népotisme. La Nouvelle Expression ce matin propose une enquête profonde et approfondie sur cette affaire entre le président de l'Assemblée nationale et son ancien garde de corps. L'enquête autour d'une affaire qui dure depuis près de 3 ans et qui secoue le sommet de l'État. Cette affaire Bouba Simala, dans laquelle le président de l'Assemblée nationale s'est tout simplement désisté. Et dans l'enquête que publie La Nouvelle Expression, on croit savoir que même cette lettre de désistement pourrait ne pas venir du président de l'Assemblée nationale. En tout cas, enquête à lire à la page 4 de La Nouvelle Expression de ce matin. Cameroun Tribune s'intéresse au marché public et présente les nouvelles règles. C'est la une du quotidien gouvernemental qui fait savoir qu'à la faveur du nouveau code des marchés publics en vigueur depuis le 20 juin dernier, le président de la République entend donner plus d'importance aux maîtres d'ouvrage et renforcer la transparence et la célérité dans l'exécution des différents marchés. Ces nouvelles règles dictées par le président de la République sont donc à lire à la page 2 de Cameroun Tribune de ce matin. Cameroun Tribune qui parle aussi de transparence et de bonne gouvernance. Transparency and good governance. Government examines better finance management techniques. It was a bill to that effect was yesterday, June 25th, 2018, examined by the Finance and Budget Committee of the National Assembly. It institutes mechanism for accountability and proper management of state funds. The bill was defended by the
the Minister of Finance, Louis-Paul Motazi. You can read the article at page 8 and page 9 of Cameroon Tribune this morning. Le Popoli s'intéresse à la crise anglophone et la manœuvre du boulanger, nous dit le Popoli à sa grande une. Le Popoli qui fait savoir que l'enfarineur est tout simplement à la manœuvre. Parlant de cette crise anglophone, les grandes manœuvres ont commencé au sommet de l'État à propos de la crise anglophone. Le Popoli qui ajoute que le gouvernement qui ne va vers les micros que pour se blanchir de toute accusation concernant cette guerre de sécession, semble vouloir jouer de la pédale douce ce jeudi. Il a réuni l'élite à une séance de collecte de fonds pour les populations éprouvées par le conflit. Vendredi, il a ouvert les geôles pour que les avocats d'Ayoub Tabi et camarades rencontrent pour une grande première leurs clients. Au ministère de la Justice, on insiste à parler des auditions qui ont pris beaucoup de temps et pourtant, nous dit le Popoli, il y a comme une coïncidence suspecte. Dans 2 jours, le comité en charge des affaires étrangères au Congrès américain va entendre le bureau des affaires africaines du département d'État sur la crise anglophone, mais aussi des dirigeants d'International Crisis Group, d'Amnesty International et de l'Église qui ont la dent dure contre Yaoundé. Ceux-ci vont éclairer le Congrès. Yaoundé semble donc, selon conclut le journal Le Popoli, vouloir couper l'herbe sous les pieds de tout ce beau monde. À lire dans les colonnes du Popoli ce matin. Le Jour s'intéresse à la carrière des officiers de l'armée et fait savoir que ces derniers sont tout simplement mécontents. Ils se plaignent de la confiscation de certains postes de commandement, exigent l'application des promesses du chef de l'État. À lire aussi dans les colonnes du journal Le Jour cette interview du commandant en second de l'ONG MIDA, Alphonse Awa Foé, qui fait savoir qu'on ne multipliait pas de l'argent à la MIDA, une interview fleuve donc à lire dans les colonnes de Le Jour. Et d'ailleurs, Mutation en fait sa grande une, il parle de rebondissement. Un fugitif de la MIDA qui parle, commandant en second de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, Alphonse Anissé Aoua Foé, déclaré en fuite, revient sur les contours de cette rocambolesque affaire. Il affirme que l'opération était soutenue par de hautes personnalités de la République, d'où son expansion, lui qui est en fuite donc au moment de cette interview, nous rappelle le journal et qui n'avait pas été happé par les filets de la police au moment où certains de ses collaborateurs et camarades d'infortune, eux, prenaient la direction des geôles. Le journal nous parle aussi de ces campagnes de Paul Biya et des affiches qui font le buzz notamment sur Internet, des affiches du chef de l'État largement et amplement commentées par les Camerounais. Le quotidien de l'économie parle de gouvernance ce matin et les taux qui se resserrent sur les directeurs généraux des sociétés d'État. À 2 semaines de l'entrée en vigueur des textes du 12 juillet 2017 sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun, les principaux gestionnaires sont convoqués au ministère des Finances demain, 27 juin 2018. Le journal qui nous faut aussi savoir que les prix du maïs et du haricot sec sont tout simplement en chute libre à Douala. La crise anglophone aussi dans les colonnes du quotidien de l'économie avec le nord-ouest et le sud-ouest, les mois les plus ensanglantés en zone anglophone à lire dans ce journal qui nous permet de sortir de cette revue et de retrouver sur ce plateau nos invités. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Éric Marcel Diomont, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout bonjour millions de fans camerounais de football qui constatent avec moi que la CRTV n'a même pas eu le moyen d'acheter les droits de la retransmission de la Coupe du Monde et se contente maintenant de faire de la piraterie, du piratage. On l'a lu à travers ce communiqué de la radio béninoise qui a mis en garde CRTV de ne plus squatter ces images. C'est tout simplement une honte. Vous avez vu, du temps de Mendoza, la Coupe du Monde 90 et toutes les autres, et de Bamolke, le Cameroun achetait régulièrement les droits. Cette fois-ci, on est surpris que nous n'en soyons réduits aujourd'hui qu'à pirater les images des pays même plus petits que les nôtres. C'est sincèrement assez affligeant. Allez, c'est ce qui s'appelle une grosse entrée en matière. Viviane Dillet, bonjour.
Bonjour Immason Djomo, bonjour doyen Camille, je suis plutôt épris de paix ce matin, porteur des messages de paix. Et c'est à l'endroit de nos frères de la zone anglophone qui sont meurtris par la crise de ce côté-là. Si ma voix pouvait être celle qui pouvait écouter concernant cette crise, je demanderais, n'est-ce pas, à tous ceux qui multiplient les exactions de ce côté, de pouvoir faire une trêve, peut-être pour tendre la main au gouvernement qui semble, selon les dernières informations, vouloir que cette crise s'estompe. Donc peut-être en cessant le feu, peut-être qu'on pourra trouver une voie de crise. Je sais qu'ils sont en colère, mais du moins, vous savez, on ne peut pas remuer la colère à tout moment. Donc du coup, il faudrait certainement qu'on s'arrête un temps pour dire qu'est-ce qu'on a déjà commis comme dommage d'intérêt. Est-ce que notre colère vaut-il la peine est-ce qu'il faut encore continuer à rugir quand on a déjà tué, quand on a versé trop de sang? Surtout que vous savez que le bilan d'hier dans cette zone quand même... ça donne envie de pleurer. Allez, c'est le bilan qui s'alourdit de plus en plus en termes de pertes en vie humaine dans cette partie du pays. Et bien sûr, on a une pensée pour Casimir Désiré Tanier, qui aurait dû être avec nous ce matin. Malheureusement, qu'il y a des ennuis de santé. Et nous lui demandons, nous lui souhaitons beaucoup de courage et surtout qu'il nous revienne très très vite. Allez, et on va donc démarrer avec cette présidentielle 2018, la une du journal La Nouvelle Expression ce matin, qui apporte des clarifications sur cette tiers groupée dont nous parlions déjà sur ce plateau hier avec nos invités ici dans le cadre de cette émission, la revue des grandes unes. On a constaté hier que de nombreux journaux de nombreux tabloïds avaient choisi de relayer cette information, comme quoi 3 candidats, Keremouna, Maurice Kamto et Joshua aussi, s'étaient rendus chez l'ambassadeur des États-Unis pour percevoir plusieurs milliards de francs CFA pour battre Paul Biya à la prochaine présidentielle. Et ce matin, l'ESDF dénonce dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, Joshua aussi, qui dit qu'il ne s'agit là que d'un pur montage, un pur mensonge, Camille Nelly. Moi, je pense que l'honorable Joshua aussi est gentil en parlant de pur montage. Nous assistons tous médusés depuis quelque temps à cette véritable campagne qui est ce tir groupé de journaux, et essentiellement de journaux paraissant à Yaoundé, qui tous présentent les candidats, les 3 principaux candidats à l'élection présidentielle comme des suppôts des États-Unis, et que ces journaux affirment, c'est-à-dire qu'ils ne supposent pas, affirment tout simplement que l'ambassadeur des États-Unis les aurait reçus dans sa représentation diplomatique. Il leur aurait donné 3 milliards avec des détails même. 3 milliards, environ 2 milliards 700 millions, c'est-à-dire 1 milliard pour Joshua aussi, 1 milliard pour Kamto et 600 millions pour Keremouna. On se demande pourquoi lui il a la plus petite part. Mais est-ce que moi je me pose comme question, ces journaux qui ont balancé cette émission et qui ont parlé d'une rencontre secrète, la rencontre n'est plus secrète à partir du moment où elle est publiée dans les journaux, qui était là pour donner des titres, les montants, qui était là pour savoir de quoi ces candidats à l'élection présidentielle parlaient, et même on ne peut pas dire que ces candidats n'ont pas le droit de circuler et de rencontrer qui ils veulent. Mais comment veulent-ils aujourd'hui présenter ces candidats comme des marionnettes des États-Unis, et tout avec des titres tout simplement incendiaires en voulant, c'est-à-dire c'est une tentative, c'est-à-dire on veut créer une sorte d'américanophobie dans l'opinion pour dire que c'est les Américains qui sont à la manœuvre pour faire partir Paul Biya. Moi je trouve que cette campagne est brutale, elle est violente, elle est excessive et donc forcément dérisoire. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens comprennent que ce qui se passe là aujourd'hui, ce n'est pas l'information, ce n'est pas une nouvelle sensationnelle, c'est tout simplement une opération politique mal fourbie et mal menée tout simplement. Comment comprendre pour vous, Hervé Villard-Délé, que autant de journaux, parce qu'on a compté à peu près 5 ou 6 hier, qui ont titré de la même façon. Joshua aussi estime que ce sont des officines noires, des cabinets contactés pour la circonstance, qui sont derrière cette campagne de désinformation, mais que des journalistes se prêtent à ce jeu s'inquiétant au regard du contexte vers lequel l'on s'achemine, un contexte électoral. Il faut dire qu'on peut le remarquer avec beaucoup de désolation que la presse
qui devrait être un outil d'information, de sensibilisation, d'éducation du peuple, joue plutôt ce mauvais rôle. Parce qu'il faut quand même dire que c'est une contre-campagne contre des personnes qui ont pour mission, en fait, qui sont pour mission d'être tout simplement candidats aux élections présidentielles et de challenger le président de la République, ce qui n'est que normal et constitutionnel. Et justement, quand on voit la presse jouer ce genre de rôle, on n'a qu'envie de pleurer et de se poser la question de savoir quel est le véritable rôle que joue cette presse-là. Est-ce qu'elle est en train de jouer son rôle, le rôle qu'on lui connaît, au lieu de se prêter à ces jeux? Mais il faut quand même dire que ce genre d'attitude est récurrent. Les attitudes sont récurrentes. À chaque élection présidentielle, les différents candidats qui veulent s'opposer au chef de l'État sont toujours victimes il y a comme une cabale contre eux. Il faudrait justement les déprécier afin qu'ils ne puissent pas bénéficier de l'assentiment du peuple qui est appelé à voter, à choisir celui qui pourra présider au destin du Cameroun. Donc, sauf qu'il faudrait dire à ce peuple que le peuple ne doit pas être idiot non plus, dupe. Parce qu'en fait, c'est au peuple que revient le droit de voter, d'élire qui pourra présider au destin du Cameroun. Ce n'est pas parce que la presse a dit ci, ce n'est pas parce que la presse a dit cela que ça va changer votre droit de vote, du moins, ça va changer votre manière de voter. C'est vrai que la presse construit les consciences. Sauf qu'à côté de cette presse, il faut choisir, il faut dire la vraie presse. Quand on voit une presse qui... Le problème, c'est que ça ne date pas, ce n'est pas une seule parution, ce n'est pas deux parutions. C'est-à-dire que c'est une série de parutions qu'on est en train de faire à l'approche des élections présidentielles pour pouvoir déprécier certains de nos candidats et pour que cela ne bénéficie pas de l'avantage des élections. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est que la campagne va se faire sur le terrain et que le droit de voter reviendra au peuple qui aura le droit de choisir. Et en même, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça pose problème. Est-ce que le chef de l'État est appelé à rester éternel à sa position? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Même jusqu'à présent, il est là, on a besoin d'exprimer notre démocratie parce que si on est dans un état démocratique comme le Cameroun, on devrait laisser que la démocratie s'exprime de manière normale, de manière équilibrée. On ne devrait pas utiliser des coups bas pour pouvoir gérer ce genre de démocratie, moi j'estime. Allez, ne pas utiliser des coups bas. Certains disent, ou en tout cas, que si ces trois candidats particulièrement sont visés, il y a une cabale dans une certaine presse, une cabale bien poussée contre ces trois candidats énumérés qui ont fait la une de plusieurs journaux hier, à Kerimuna, Maurice Kamto et Joshua aussi. Est-ce que, comme certains le disent, ils font peur? Ben oui, ils font peur dans une certaine mesure, parce qu'ils ont tous du bagou, ils ont du gabarit, ils ont le dollar, ils sont parmi les plus crédibles. Vous n'avez qu'à voir, parmi tous ceux qui ont annoncé leur candidature, ces trois-là font quand même partie de tout ce que l'on peut trouver de mieux. Mais moi, je pense que ce qui est en train de se passer avec ce tir groupé maladroit, malodorant et complètement dérisoire, c'est qu'ils veulent effectivement faire entrer, c'est-à-dire ceux qui s'adonnent dans ces campagnes veulent faire entrer dans la tête de tous les Camerounais que le président de la République à l'avenir a l'éternité devant lui et que personne n'a le droit et ne doit même pas se présenter, sauf si on le soupçonne d'être manipulé par des nations étrangères. Moi, je sais bien... Mais la responsabilité de la presse dans tout ça? Mais la responsabilité de la presse, le rôle de la presse, c'est d'informer. C'est d'informer, d'éduquer et surtout d'éclairer. Éclairer. Mais quand on balance de telles informations, on n'éclaire pas, on obscurcit. Et moi, je pense que dans une situation comme celle-ci, au constat de ce genre de manœuvre assez maladroite, il faudrait que les gens comprennent que tout ce qui s'écrit ou se lit dans la presse n'est pas forcément digeste. Et là, justement, c'est la presse camerounaise qui prend aussi un sacré coup. C'est ça que je suis en train de dire. C'est la presse qui prend un sacré coup. Parce que, imaginez aujourd'hui, par exemple, que l'ambassadeur des États-Unis poursuive ses journaux pour diffamation ou pour propagation de fausses nouvelles. On va dire que les Américains musellent la presse et tout cela, alors que c'est faux. Et ceux qui écrivent ça très bien que c'est faux. Donc ce n'est pas très bien, ce n'est pas honorable pour la presse. Bon, évidemment, il y a certains journalistes qui ne se reconnaîtront jamais derrière des manœuvres comme celle-là, mais je dis que ce n'est pas bon pour la presse du Cameroun, ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est même pas bon pour l'élection qui arrive. Il est vrai, moi je l'ai toujours dit, que les dés sont déjà pipés dès le départ, avant même que l'élection ne soit jouée. Hein, on sait très bien comment ça va se terminer, mais seulement, il faudrait laisser quand même une chance à la démocratie, à l'expression populaire. Et ce n'est pas à travers des campagnes saumâtres comme celle-là qu'on pourra éclairer les Camerounais. Peut-être leur donner la possibilité de choisir quelqu'un d'autre que le candidat qui est choisi par des régions tout entières. Et pendant ce temps, la Nouvelle Expression nous fait savoir que Kerimuna, lui, a été investi par un parti politique, le
FPD, le Front populaire pour le développement. C'était samedi du côté de Gaoundéré. On l'a dit à Vévillard, certains s'attendaient à le voir être investi par exemple par l'AFP, qui est le parti créé par son frère, même si son frère n'en est plus le président. Mais voilà, Akerimuna a quelque peu déjoué les pronostics en se faisant investir par ce parti politique qui a son fief, sa base politique, dont le Mbéré, on est là dans la Damawa, et coordonné par un jeune Camerounais originaire justement de cette partie. Moi, il faut dire que c'est une forme de dribble que vient de faire Akerimuna. Et je suis certain que tous ceux qui avaient du moins misé, qui devrait être plutôt, sa candidature doit être soutenue par le parti de son frère, sont plutôt surpris. Et je pense que c'est là la preuve que, une fois de plus, Akerimuna veut démontrer à tout le monde qu'il est le candidat des Camerounais, en allant se faire investir par un petit parti, du moins qui n'était pas suffisamment connu, parce qu'il faut quand même reconnaître que l'EF n'était pas suffisamment connu sur le plan national. L'EF, d'autant pour moi, n'était pas suffisamment connu sur le plan national, et qu'il fallait bien être peut-être de la région, ou du moins être dans le cercle fermé du pouvoir comprendre qu'il y a un parti comme celui-là qui existe, surtout si on s'intéresse à l'administration territoriale, pour pouvoir savoir que ce parti existe. Donc, on estime que en allant se faire investir par ce parti, autant pour moi, c'est pour bénéficier de l'assentiment des populations de cette région-là. Et peut-être, vous savez que généralement, quand des candidatures sont déclarées, c'est généralement à Douala, c'est généralement à Yaoundé, ou bien dans les grandes régions, mais du moins de ce côté-là, pas encore. Donc, on pense que peut-être, certainement qu'avec ce parti, il a bénéficié de l'aval de la base, l'aval de la base de ce parti, et que les militants vont suffisamment travailler pour que sa candidature soit suffisamment importante et qu'au lendemain des élections puisse bénéficier du vote des Camerounais. Alors, Camille, quel peut être le calcul derrière le choix d'un parti peu connu, derrière le choix d'un tel parti? Il faut d'abord commencer par dire que c'est dans le sens strict du respect de la loi que Akerimuna a été investi par un parti, parce que pour l'élection présidentielle, il faut d'abord être investi par un parti, quel qu'il soit. Même si ce parti n'a que 3 militants, un parti doit investir quelqu'un. Et c'est pour ça que lui, M. Akerimuna, faute d'avoir milité dans un parti, faute d'avoir créé un parti, il a décidé tout simplement dans son combat. Il avait l'AFP, par exemple. Mais il n'y avait pas que l'AFP, il y a beaucoup d'autres partis qui auraient pu très bien accepter de l'investir. Mais lui, il a choisi son parti, et c'est déjà quelque chose. Il a commencé par respecter la Constitution, par respecter la loi. Bon, pour le reste, maintenant, ce n'est pas une question de grand parti ou de petit parti. On a très bien vu Emmanuel Macron, qui, un an avant son élection, n'avait pas de parti. Il n'est pas sorti de nulle part, parce qu'il c'est quand même quelqu'un qui avait fait du chemin politique, et même dans le gouvernement, mais seulement qui a créé une dynamique qui, en un an, l'a propulsé au pouvoir. Il est vrai, comparaison n'est pas raison. Le Cameroun, la France, le Cameroun n'est pas la France, mais on a vu que M. Akerimuna se conforme à la loi en choisissant un parti qu'il investit. Le reste, maintenant, c'est une question de discours, c'est une question de projet, son projet de société. Et maintenant, il reste au Camerounais de l'accepter, de l'écouter, de l'entendre et de l'accepter. Pour le reste, ce n'est pas une question de grand ou de petit parti. Moi, je pense que M. Akerimuna a fait aujourd'hui un grand pas, parce que jusqu'à présent, jusqu'à son investiture, il était juste considéré jusqu'à samedi dernier, comme le considère, comme le patron du mouvement, le créateur du leader du mouvement Now. Ce n'était qu'un mouvement. Maintenant, ce n'est pas le mouvement, un mouvement qu'il investit, mais c'est un parti politique. Et c'est tant mieux pour lui. Alors, je voulais ajouter une chose par rapport à ce que vous dites. Là, au moins, en allant se faire investir ce côté-là, il va bénéficier de l'assentiment des populations du septentrion, peut-être, pourquoi pas, parce que là où on a rarement battu campagne, parce qu'on estime qu'elle n'est pas suffisamment populaire, ou du moins, elle n'est pas suffisamment populaire. Même si d'aucuns estiment très souvent que c'est un vivier électoral pour le parti au pouvoir. Non, c'est pas le parti au pouvoir, c'est que vraiment dans cette zone-là, il n'y a que Issa Chiroma et son parti qui essaient de se battre de ce côté-là, et que... ça, c'est à Garoua. Oui, non, je veux dire que toute la zone septentrionale, vraiment, voilà les partis qui rivalisent un peu dans ce côté-là, et du coup... Mais Issa Chiroma est un parti de la majorité présidentielle. L'UNDP est un parti de la majorité présidentielle. Exactement. Le parti de M. Moustapha est un parti de la majorité présidentielle. Le problème n'est pas un problème de vivier électoral. Le vivier électoral, encore que, bien que le septentrion constitue sur le plan spatial la moitié du Cameroun, mais sur les papiers et selon la démographie, on présente le septentrion comme un vivier beaucoup plus petit que le reste du Cameroun, ce qui en réalité est faux.
Allez, on va poursuivre et parler à présent de crise anglophone avec le journal Le Populi qui parle de manœuvre du boulanger relativement à tous les derniers développements observés donc autour de cette affaire. Manœuvre du boulanger avec cette illustration du chef de l'État qui tente d'appâter Sissoko Ayouk Tabé, en tout cas belle illustration, et le journal qui pense que tout ce qui est fait depuis un certain temps vise simplement à amadouer cette communauté internationale, surtout que le Congrès américain va se pencher sur le cas du Cameroun et notamment cette crise anglophone. J'aime bien ce qualificatif de boulanger. Évidemment, c'est un qualificatif qui est là pour nous faire rire. Le boulanger qui est en train qui va rouler tout le monde dans la farine. Hein, c'est comme ça qu'on avait surnommé Laurent Gbagbo. Il va plus loin maintenant à l'intérieur du journal en mettant l'enfarineur à la manœuvre. Mais c'est ça que je suis en train de dire, le boulanger qui veut enfariner tout le monde. Oui, j'aime bien ce titre, mais seulement il ne faut pas voir derrière chaque action du chef de l'État une sorte de calcul politico-maligne. Non, moi je pense que en donnant la possibilité aux avocats de la défense conduits par Maître Bernard Mouna de rencontrer enfin des Sissoko Ayouk Tabé, moi je pense que ça commence d'abord par lever une suspicion qui était follement entretenue dans les réseaux sociaux, à savoir qu'ils auraient été exécutés, pourquoi on ne les montre pas, pourquoi la population ne les voit pas. Là maintenant, c'est les avocats qui sont allés les rencontrer avec l'autorisation de la justice qui maintenant estime certainement qu'elle a suffisamment... Elle a exploité cela et maintenant qu'on peut avancer un peu plus. Moi, je pense que c'est déjà une première chose, un premier pas de fait. Mais moi, je me pose toujours une question. Pensez-vous que Sissoko Ayouk Tabé, lui-même, il a encore la main mise sur les bandes armées qui sont en train de semer la désolation dans le sud-ouest? Ce n'est pas évident. Et d'un et de deux. Moi, je pense que ce fameux dialogue dont tout le monde parle, moi, ça me fait rire. C'est devenu comme une sorte de slogan politique aujourd'hui. Le dialogue avec qui? Vous allez dialoguer avec des gens qui, eux, ne parlent que de sécession. Et vous dites qu'il n'y a pas de sécession. Vous allez dialoguer quoi? Vous allez vous mettre d'accord sur quoi? Parce que quand on remonte dans l'histoire des mouvements sécessionnistes à travers le monde, on verra qu'aucun pays n'a jamais accepté. Que ce soit le Nigeria, que ce soit la France avec la Corse, que ce soit l'Espagne avec la Catalogne, que ce soit les États-Unis même avec une partie qui a voulu constituer cette... Aucun État n'a accepté. Et il est évident que le Cameroun, lui, a déjà démontré depuis très longtemps sa volonté de ne pas accepter la sécession. Mais quand on regarde même des expériences de sécession qui sont allées jusqu'au bout, comme au Soudan du Sud, vous avez vu comment les indépendantistes se sont battus pendant de longues années. On leur a accordé leur indépendance. Et vous voyez comment ça fait 2 ans. C'est une guerre qui n'en finit pas entre les leaders de ce Soudan du Sud, avec un bilan de 2 millions de morts déjà. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas de faire un débat avec d'une part des sécessionnistes, de l'autre part le gouvernement. Moi je pense qu'il faut d'abord commencer par faire un débat avec toutes les forces de ce pays, pas pour parler de la sécession, mais pour parler des problèmes qui ont pu donner la possibilité aux sécessionnistes de s'exprimer. Donc le fait que Ayouk Tabé puisse déjà commencer à voir ses avocats, c'est déjà un premier pas. Mais ce n'est pas parce que certainement Paul Biya ira le rencontrer en prison, ou bien qu'il sortira de Koningé pour aller rencontrer Paul Biya à Itoudi. Mais moi je pense que c'est déjà un certain nombre de manœuvres qui sont faites dans le sens de l'apaisement et peut-être d'amener les uns et les autres à regarder ce problème, le problème anglophone sous un autre principe. Hervé Viard, partagez-vous cette lecture du journal Le Populi qui voit entre les lignes autour de ces manœuvres, une tentative d'apaisement, en tout cas, ceci dans la perspective de cet examen de la crise anglophone et de la situation du Cameroun par le Congrès américain dans quelques heures, on va le dire ainsi. Mais il faut dire que la sortie Populi n'est pas une sortie négative, non, au contraire. Elle n'est non plus une sortie pour rien. C'est parce qu'il y a certains éléments qui permettent d'apprécier le comportement du chef de l'État. Vous savez que depuis cette crise, on n'en voulait même pas entendre parler de sécessionnisme ou de fédéralisme. Je pense que le ministre de l'administration territoriale en son temps en avait dit qu'il n'y avait pas de problème au fond, donc du coup il n'avait rien à faire, de même que le ministre de la Justice qui avait également contribué à leur manière à mettre l'huile sur le feu. Aujourd'hui, vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, c'est le responsable de la communication du parti au pouvoir qui mettait l'idée, qui parlait... Il faut savoir que le parti n'était pas fermé au fédéralisme, à l'idée du débat autour du fédéralisme. Oui. Hier, c'était d'abord une idée de débat qui n'était même pas admise. Aujourd'hui, on commence par admettre le débat. Et hier, quand on a attrapé, quand on a arrêté les leaders, les premiers leaders qu'on avait considérés comme des terroristes, qu'on avait mis, je parle des leaders du consortium, qu'on avait dit, qu'on avait déclaré qu'ils n'étaient pas dans un mouvement, qu'ils étaient illégaux.
au moment où ils arrêtaient, peut-être commencer à discuter avec l'État par rapport à ça. Et l'arrestation de Ayub Tabé, qui n'a pas respecté un certain nombre de codes, qui n'a pas respecté les droits, qui n'a pas respecté les normes de droit chez nous, comme notamment le nouveau code de procédure pénale, qui devait être assisté par leur avocat depuis 6 mois après. Aujourd'hui, on permet d'avoir des avocats. Ça donne matière à réfléchir, à se poser, à s'interroger, ce qui n'est pas donc faux. Tous nous militons pour que cette crise s'estompe et que c'est tout à fait normal qu'on apprécie les manœuvres du gouvernement, surtout que le Congrès américain devrait se pencher sur le sujet dans quelques jours. Donc, du coup, on peut comprendre que le populisme puisse se titrer ainsi. Sauf qu'il faut quand même reconnaître que la volonté camerounaise est que cette crise s'estompe. Même si Doyen Camille estime qu'on ne peut pas négocier avec les sécessionnistes, je pense que les sécessionnistes autant, pour moi, dont on parle, sont des Camerounais qui ont un certain nombre de désirata. Et chaque fois, quand on ne les a pas entendus, il sera difficile de résoudre cette crise parce que même si on estime aujourd'hui qu'il n'y a personne pour négocier, il y a plusieurs négociateurs, s'il y a une volonté de négociation, c'est cette volonté-là qu'il faudrait avoir aujourd'hui afin de commencer à chercher avec qui on va négocier. Auquel cas, on va faire un dialogue de sourds où personne ne veut entendre l'autre et du coup, la crise va se réaliser. Et ça ne profite à personne. Absolument. Parce que l'État, au moment où nous en parlons, on est en train de vouloir mobiliser ce qu'on appelle hier les efforts de guerre pour venir, pour soutenir, non seulement l'État est venu certainement voler au secours de ces Camerounais de l'autre côté, mais comment ça va se passer s'il n'y a pas d'abord un apaisement, s'il n'y a pas un calme qui revient, s'il n'y a pas de calme pour qu'on puisse utiliser ne serait-ce que les efforts de guerre contre les contribuer, ça ne servira à rien. On va continuer à tuer des Camerounais, à tuer des gendarmes. Ce sont les enfants des gens qui vont mourir. Ce sont des frères, des pères, des enfants. Et ce sera des Camerounais qu'on va continuer à piller. Donc, du coup, dit que l'État va rester campé sur sa position. Doyen Camille, j'estime que c'est refuser qu'il y ait une forme de négociation, de diplomatie dans ce sens-là. Et le quotidien de l'économie par rapport à cela fait savoir que, en tout cas, remonte sur ces mois les plus ensanglantés en zone anglophone. On frôle quand même des chiffres ahurissants en termes de nombre de morts, tant parmi nos forces de défense que parmi nos compatriotes, nos frères de cette partie du pays, tout simplement pour dire, comme le quotidien de l'économie, que eh bien, la situation est de plus en plus alarmante en termes de bilan. Alors, je voudrais qu'on parle de toute autre chose pour sortir. On évoque la une de mutation, une information aussi qui se retrouve dans les colonnes du journal Le Jour, et un fugitif de la MIDA qui parle. C'est l'ancien commandant en second de cette mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, la MIDA. On en reparle ce matin à travers cette interview qu'il a accordée donc à ces quelques journaux, et lui qui fait savoir que eh bien, de hautes personnalités de la République ont encadré le projet, ont accompagné ce projet, Camille. Si l'affaire MIDA a enflammé les imaginations de ce pays au moment où elle a été mise à nu, si l'affaire MIDA a poussé les gens à ouvrir les yeux et à s'attraper les cheveux, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'une petite structure qui est cachée derrière des murs puisse avoir des milliards en espèces, mieux qu'une banque dans ses murs. Et si l'on s'en tient aux révélations de certaines personnes qui ont eu la possibilité d'entrer, de rencontrer les promoteurs du MIDA, qui racontent comment, quand ils arrivaient, ils voyaient seulement comment les gens étaient en train de compter l'argent. C'est une affaire absolument nébuleuse, une affaire absolument ahurissante, et en réalité, c'est une grosse opération de fait manière que l'on a découverte un jour et maintenant qui ne demande plus qu'à être traité au niveau de la justice, parce que vous allez vous poser des questions sur ces jeunes qui apportaient l'argent, vous allez vous poser des questions sur ces personnes qui, eux, ont présenté leur structure comme une structure de développement, mais qui prenaient l'argent des gens et qui le leur remettaient pendant qu'ils prenaient encore l'autre argent pour le garder en attendant de remettre à ceux qui ont donné pour la deuxième fois. C'est une opération, une grosse opération de bonneteau qui a fait que on allait se retrouver dans 3, 4, 5 ans, un jour avec des gars qui sont envolés avec 10 milliards de francs et les autres Camerounais n'auraient que leurs yeux pour pleurer. Mais cette affaire aujourd'hui avec l'un des dirigeants de cette MIDA qui... En fuite. En fuite, bien entendu, en fuite, mais qui de son exil raconte que non. Vous savez, si cette affaire peut marcher, c'est parce qu'il y a certaines personnalités du gouvernement, du régime qui est avec nous. Là, c'est en train de vouloir tourner au chantage. Ça, c'est une affaire qui devient très grave, parce que ne soyez pas surpris qu'un ministre ou un directeur général ne soit approché par quelqu'un qui dit que non, nous avons les informations selon lesquelles tu couvrais ces gens-là. Vraiment, là, il y a une mission de la police qui va arriver chez toi. Si tu ne donnes pas de temps, c'est tant pis pour toi. Ça, c'est ce qui peut arriver. Et là, aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est très très grave. Parce que quand il commence par là, il n'a pas encore donné les noms, mais soyez sûr que derrière, il y a une opération de chantage qui va commencer. Et c'est encore plus grave. Ça démontre tout simplement le caractère crapuleux de cette MIDA dont on n'a pas fini d'entendre parler. Et déjà, c'est seule la justice qui pourra nous dire un jour jusqu'où elle mènera ces procédures. Et surtout, même s'il est possible que ce soit vrai que des pontes du régime accompagnent ce projet. C'est possible, rien n'est impossible. C'est possible, mais seulement c'est plausible. Mais seulement, moi, je suis en train de voir déjà des idées de chantage. Alors, il dit dans les colonnes du journal Le Jour, on ne multipliait pas de l'argent à la MIDA, contrairement aux idées qui ont été répandues dans ce sens. Ça dépend, vous savez, que quand les commerciaux vous approchent par rapport à la ministre sur pied du microfinance ou bien d'une banque ou d'un projet comme celui-là, ils vous font miroiter, n'est-ce pas, les différents avantages, les différents bénéfices que vous aurez en faisant un placement de ce côté-là. Et c'est certainement des avantages que les premières personnes qui ont placé l'argent au sein de la MIDA en ont bénéficié et ont certainement sensibilisé les autres à venir faire autant qu'eux en bénéficier. Vous savez que quand vous avez découvert l'or quelque part, vous informez d'abord les membres de votre famille et du coup, ça les a rattrapés. Et je pense que la sortie de ce commandant en second qui est aujourd'hui en exil vient démontrer une fois de plus que nous sommes dans un État qui ne joue pas pleinement son rôle parce que de telles structures n'auraient pas eu pignon sur une de telles structures n'auraient pas autant prospéré si et seulement si l'État jouait son rôle régalien de protéger ses citoyens parce qu'on ne peut pas créer une structure de microfinance. Vous n'avez pas nous dit que dans une circonscription comme Yaoundé 3, ou si je ne me trompe pas, où la structure était implantée, il y a une des trois structures était implantée, que le sous-préfet, le préfet ne soit pas au courant, et que c'est quand les populations commencent à faire des contestations, que le préfet lui-même descende là pour sceller les lieux. Ça veut dire qu'il y a une forme de laxisme au niveau de la gestion des affaires au Cameroun, et je pense que c'est ça que nous décrivons tous les jours, parce qu'en réalité, imaginez-vous que ce soit une secte qui a pour mission de déstabiliser le Cameroun. Imaginez, ils auraient certainement reçu les coups. Que je donne le rôle des renseignements dans ce pays, c'est également de ça. Sauf si les renseignements qu'on fait aujourd'hui ne sont que des renseignements pour un autre genre, pour d'autres fins, et qui n'ont pas pour but d'assainir le Cameroun. Sinon, on ne serait pas arrivé là. 2 mois, 3 mois, quand même une structure sur pied, selon le contrôle, l'émission de contrôle, on doit vous rassurer. Plusieurs années même. On doit vous rassurer, on doit se rassurer que vous avez respecté les règles et que vous êtes fiable. Surtout au Cameroun, il y a eu beaucoup de microfinances qui sont partis, qu'ils ont à peine ouvert les portes, ils ont fermé, ils sont partis avec les donc du coup, c'est inquiétant. Alors, on va sortir très rapidement un mot sur le Parlement qui planche sur la prorogation du mandat des députés. C'est Info Matin qui nous le dit. Oui, rapidement. Oui, mais c'est la voie normale. La voie normale, le président de la République, qui déjà a demandé a déjà démontré son intention de proroger le mandat de ce mandat. Le débat pouvait être autrement. Il n'y a même pas de débat. Il fallait qu'il passe par les deux chambres. Il est passé par une parce que normalement la convocation, c'est-à-dire que le Conseil électoral aurait déjà dû être convoqué depuis près de 2 ou 3 semaines. Donc le fait que cela n'ait pas été fait démontre tout simplement que le président de la République a envoyé ce texte-là à l'Assemblée nationale et par la suite au Sénat pour que ces deux chambres se penchent dessus et comment est-ce qu'on peut dire mettre un cachet officiel à cette action du président de la République. Il faut dire que c'est une réflexion qui est arrivée sur l'État. Du moins, si on commence à réfléchir à ce que c'est arrivé sur l'État, même si l'État l'avait introduit depuis, parce qu'il faut dire quand même que c'est depuis le 21 de juin que le corps électoral devait être convoqué. Donc, du coup, depuis, on est dans l'illégalité, c'est-à-dire que le chef d'État devait se prononcer. En fait, l'Assemblée générale vient, le chef d'État via l'Assemblée nationale devait se prononcer sur cette progression depuis, afin qu'on puisse rester dans la légalité. Aujourd'hui, nous sommes le 26, vous comprenez que ceux qui sont en fonction juste sont dans la légalité. Donc, du coup, il faudrait que ce soit absolument fait pour que la Cameroun soit fixée là-dessus. Merci à Vévia, merci Camille Nélé, merci à vous qui nous avez regardé. Madame, Monsieur, demain sera notre jour. Nous serons là pour notre numéro de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Au revoir, bonne suite des programmes. L'Opopoli s'intéresse à la crise anglophone et la manœuvre du boulanger, nous dit le Popoli à sa grande une. Le Popoli qui fait savoir que l'enfarineur est tout simplement à la manœuvre. Parlant de cette crise anglophone, les grandes manœuvres ont commencé au sommet de l'État à propos de la crise anglophone. Le Popoli qui ajoute que le gouvernement qui ne va vers les micros que pour se blanchir de toute accusation concernant cette guerre de sécession.
semble vouloir jouer de la pédale douce jeudi. Il a réuni l'élite à une séance de collecte de fonds pour les populations éprouvées par le conflit. Vendredi, il a ouvert les geôles pour que les avocats d'Ayoub Tabé et ses camarades rencontrent pour une grande première leurs clients. Au ministère de la Justice, on insiste à parler des auditions qui ont pris beaucoup de temps et pourtant, nous dit le Populi, il y a comme une coïncidence suspecte. Dans 2 jours, le comité en charge des affaires étrangères au Congrès américain va entendre le bureau des affaires africaines du département d'État sur la crise anglophone, mais aussi des dirigeants d'International Crisis Group, d'Amnesty International et de l'Église qui ont la dent dure contre Yaoundé. Ceux-ci vont éclairer le Congrès. Yaoundé semble donc, selon conclut le journal Le Populi, vouloir couper l'herbe sous les pieds de tout ce beau monde. À lire dans les colonnes du Populi ce matin. Le Jour s'intéresse à la carrière des officiers de l'armée et fait savoir que ces derniers sont tout simplement mécontents. Ils se plaignent de la confiscation de certains postes de commandement, exigent l'application des promesses du chef de l'État. À lire aussi dans les colonnes du journal Le Jour cette interview du commandant en second de l'ONG MIDA, Alphonse Awa Foé, qui fait savoir qu'on ne multipliait pas de l'argent à la MIDA, une interview fleuve donc à lire dans les colonnes de Le Jour. Et d'ailleurs, Mutation en fait sa grande une, il parle de rebondissement, un fugitif de la MIDA qui parle, commandant en second de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, Alphonse Anissé Aoua Foé, déclaré en fuite, revient sur les contours de cette rocambolesque affaire. Il affirme que l'opération était soutenue par de hautes personnalités de la République, d'où son expansion, lui qui est en fuite donc au moment de cette interview, nous rappelle le journal et qui n'avait pas été happé par les filets de la police au moment où certains de ses collaborateurs et camarades d'infortune, eux, prenaient la direction des geôles. Le journal nous parle aussi de cette campagne de Paul Biya et des affiches qui font le buzz notamment sur Internet, des affiches du chef de l'État, largement et amplement commentées par les Camerounais. Le quotidien de l'économie parle de gouvernance ce matin et l'étau qui se resserre sur les directeurs généraux des sociétés d'État. À 2 semaines de l'entrée en vigueur des textes du 12 juillet 2017 sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun, les principaux gestionnaires sont convoqués au ministère des Finances demain, 27 juin 2018. Le journal qui nous faut aussi savoir que les prix du maïs et du haricot sec sont tout simplement en chute libre à Douala. La crise anglophone aussi dans les colonnes du quotidien de l'économie avec le nord-ouest et le sud-ouest, les mois les plus ensanglantés en zone anglophone à lire dans ce journal qui nous permet de sortir de cette revue et de retrouver sur ce plateau nos invités. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Éric Marcel Diomond, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout bonjour millions de fans camerounais de football qui constatent avec moi que la CRTV n'a même pas eu de moyen d'acheter les droits de la retransmission de la Coupe du Monde et se contente maintenant de faire du piratage. On l'a lu à travers ce communiqué de la radio béninoise qui a mis en garde la CRTV de ne plus squatter ces images. C'est tout simplement une honte. Vous avez vu, du temps de Mendozé, la Coupe du Monde 90 et toutes les autres, et de Vamolke, le Cameroun achetait régulièrement les droits. Cette fois-ci, on est surpris que nous n'en soyons réduits aujourd'hui qu'à pirater les images des pays même plus petits que les nôtres. C'est sincèrement assez affligeant. Allez, c'est ce qui s'appelle une grosse entrée en matière. Viviane Dillet, bonjour. Bonjour Rimasson Jomo, bonjour doyen Camille, je suis plutôt épris de paix ce matin, porteur des messages de paix. Et c'est à l'endroit de nos frères de la zone anglophone qui sont meurtris par la crise de ce côté-là. Si ma voix pouvait être celle qui pouvait écouter concernant cette crise, je demanderais, n'est-ce pas, à tous ceux qui multiplient les exactions de ce côté, de pouvoir faire une trêve, peut-être pour tendre la main au gouvernement qui semble, selon les dernières informations, vouloir que cette crise s'estompe. Donc peut-être en cessant le feu, peut-être qu'on pourra trouver une voie de crise. Je sais qu'ils sont en colère, mais du moins, vous savez, on ne peut pas ruminer la colère
à tout moment. Donc, du coup, il faudrait certainement qu'on s'arrête un temps pour dire qu'est-ce qu'on a déjà commis comme dommage d'intérêt. Est-ce que notre colère vaut-il la peine est-ce qu'il faut encore continuer à régir quand on a déjà tué, quand on a versé trop de sang? Surtout que vous savez que le bilan d'hier dans cette zone, quand même, ça donne envie de pleurer. Allez, c'est le bilan qui s'alourdit de plus en plus en termes de pertes en vie humaine dans cette partie du pays. Et bien sûr, on a une pensée pour Casimir Désiré Tagné, qui aurait dû être avec nous ce matin. Malheureusement, qu'il y a des ennuis de santé. Et nous lui demandons, nous lui souhaitons beaucoup de courage et surtout qu'il nous revienne très très vite. Allez, et on va donc démarrer avec cette présidentielle 2018, la une du journal La Nouvelle Expression ce matin, qui apporte des clarifications sur cette tiers groupée dont nous parlions déjà sur ce plateau hier avec nos invités ici dans le cadre de cette émission, la revue des grandes unes. On a constaté hier que de nombreux journaux de nombreux tabloïds avaient choisi de relayer cette information, comme quoi 3 candidats, Akeremouna, Maurice Kamto et Joshua aussi, s'étaient rendus chez l'ambassadeur des États-Unis pour percevoir plusieurs milliards de francs CFA pour battre Paul Biya à la prochaine présidentielle. Et ce matin, l'ESDF dénonce dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, Joshua aussi, qui dit qu'il ne s'agit là que d'un pur montage, un pur mensonge, Camille Nelly. Mais moi, je pense que l'honorable Joshua aussi est gentil en parlant de pur montage. Nous assistons tous médusés depuis quelque temps à cette véritable campagne qui est ce tir groupé de journaux, et essentiellement de journaux paraissant à Yaoundé, qui tous présentent les candidats, les 3 principaux candidats à l'élection présidentielle comme des suppôts des États-Unis, et que ces journaux affirment, c'est-à-dire qu'ils ne supposent pas, affirment tout simplement que l'ambassadeur des États-Unis les aurait reçus dans sa représentation diplomatique. Il leur aurait donné 3 milliards avec des détails même. 3 milliards, environ 2 milliards 700 millions. Oui. 1 milliard pour Joshua aussi, 1 milliard pour Kamto et 600 millions pour Akeremouna. On se demande pourquoi lui il a la plus petite part. Mais est-ce que moi je me pose comme question, ces journaux qui ont balancé cette émission et qui ont parlé d'une rencontre secrète, la rencontre n'est plus secrète à partir du moment où elle est publiée dans les journaux, qui était là pour donner les titres, les montants, qui était là pour savoir de quoi ces candidats à l'élection présidentielle parlaient, et même on ne peut pas dire que ces candidats n'ont pas le droit de circuler et de rencontrer qui ils veulent. Mais comment veulent-ils aujourd'hui présenter ces candidats comme des marionnettes des États-Unis, et tout avec des titres tout simplement incendiaires, en voulant, c'est-à-dire c'est une tentative, c'est-à-dire on veut créer une sorte d'américanophobie dans l'opinion pour dire que c'est les Américains qui sont à la manœuvre pour faire partir Paul Biya. Moi je trouve que cette campagne est brutale, elle est violente, elle est excessive et donc forcément dérisoire. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens comprennent que ce qui se passe là aujourd'hui, ce n'est pas l'information, ce n'est pas une nouvelle sensationnelle, c'est tout simplement une opération politique mal fourbie et mal menée tout simplement. Comment comprendre pour vous, Hervé Villard-Délé, que autant de journaux, parce qu'on a compté à peu près 5 ou 6 hier, qui ont titré de la même façon. Joshua aussi estime que ce sont des officines noires, des cabinets contactés pour la circonstance, qui sont derrière cette campagne de désinformation, mais que des journalistes se prêtent à ce jeu s'inquiétant au regard du contexte vers lequel l'on s'achemine, un contexte électoral. Il faut dire qu'on peut le remarquer avec beaucoup de désolation que la presse, qui devrait être un outil d'information, de sensibilisation, d'éducation du peuple, joue plutôt ce mauvais rôle. Parce qu'il faut quand même dire que c'est une contre-campagne contre des personnes qui ont pour mission, en fait, qui sont pour mission d'être tout simplement candidats aux élections présidentielles et de challenger le président de la République, ce qui n'est que normal et constitutionnel. Et justement, quand on voit la presse jouer ce genre de rôle, on n'a qu'envie de pleurer et de se poser la question de savoir quel est le véritable rôle que joue cette presse-là. Est-ce qu'elle est en train de jouer son rôle, le rôle qu'on lui connaît, au lieu de se prêter à ces jeux? Mais il faut quand même dire que ce genre d'attitude est récurrent. Les attitudes sont récurrentes. À chaque élection présidentielle, les différents candidats qui veulent s'opposer au chef de l'État sont toujours victimes il y a comme une cabale contre eux. Il faudrait justement les déprécier afin qu'ils ne puissent pas bénéficier de l'assentiment du peuple qui est appelé à voter, à choisir celui qui pourra présider au destin du Cameroun. Non, sauf qu'il faudrait dire à ce peuple qu'il ne...
Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette autre édition de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision avec nos invités avec qui nous débattrons tout à l'heure. Nous échangerons sur ces principales unes parues ce mardi, 26 juin 2018, une date forcément qui rappelle bien des choses surtout tragiques dans le monde du football camerounais. Et nous démarrons cette revue des grandes unes avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la présidentielle 2018, la nouvelle expression qui parle d'Akéry Mouna, candidat du FPD. Un peu plus d'un an après sa déclaration de candidature, le challenger du président Biya, jadis père du mouvement Now, a enfin trouvé un parti politique désormais. C'est sous le drapeau du Front populaire pour le développement qu'il se présentera aux élections d'octobre prochain. Lui qui a été adoubé par une foule importante et investi comme candidat de ce parti politique samedi dernier du côté de Ngaoundéry, Akéry Mouna, que d'aucuns pressentaient se présenter sous la bannière de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, parti créé par son frère Ben Mouna, mais il n'en est rien. Il a choisi donc il a choisi le FPD, et pour certains, notamment Maître Simon Kaka qui a repris dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin, cela démontre toute l'ouverture d'Akéry Mouna, le candidat donc de toute la nation camerounaise. Et puis c'est toujours dans les colonnes de ce parti présidentiel 2018, le Social Democratic Front qui dénonce, selon les responsables de ce parti, l'information sur la rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis et les trois candidats de l'opposition est tout simplement un gros mensonge. Le journal qui rappelle que le journal La Nouvelle et plusieurs autres parutions hier lundi ont fait des tirs groupés sur ces trois candidats de l'opposition, notamment Joshua aussi Maurice Kamto et Maître Akéry Mouna, comme quoi ces derniers auraient perçu plusieurs milliards de francs CFA de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Balering, pour contrecarrer la candidature pour contrecarrer donc Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Joshua aussi qui précise dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce matin qu'il n'en est rien. Il s'agit tout simplement d'un pur montage, un pur mensonge avec à la manœuvre, selon Joshua aussi, certaines officines et cabinets noirs du côté de Yaoundé. Football dans les colonnes de La Nouvelle Expression, Zambo Anguissa qui reste à Marseille. L'information a été donnée par l'international camerounais. C'était à Douala, dans la capitale économique, le 21 juin. Lui, Zambo Anguissa, qui a ajouté, en tout cas, qui a parlé ainsi devant des supporters camerounais de l'Olympique de Marseille. Affaire Bouba Simala, entre manipulation et népotisme. La Nouvelle Expression ce matin propose une enquête profonde et approfondie sur cette affaire entre le président de l'Assemblée nationale et son ancien garde de corps. L'enquête autour d'une affaire qui dure depuis près de 3 ans et qui secoue le sommet de l'État. Cette affaire Bouba Simala, dans laquelle le président de l'Assemblée nationale s'est tout simplement désisté. Et dans l'enquête que publie La Nouvelle Expression, l'on croit savoir que même cette lettre de désistement pourrait ne pas venir du président de l'Assemblée nationale. En tout cas, enquête à lire à la page 4 de La Nouvelle Expression de ce matin. Cameroun Tribune s'intéresse au marché public et présente les nouvelles règles. C'est la une du quotidien gouvernemental qui fait savoir qu'à la faveur du nouveau code des marchés publics en vigueur depuis le 20 juin dernier, le président de la République entend donner plus d'importance aux maîtres d'ouvrage et renforcer la transparence et la célérité dans l'exécution des différents marchés. Ces nouvelles règles dictées par le président de la République sont donc à lire à la page 2 de Cameroun Tribune de ce matin. Cameroun Tribune qui parle aussi de transparence et de bonne gouvernance. Transparency and good governance. Government examines better finance management techniques. It was a bill. A bill to that effect was yesterday, June 25, 2018, examined by the Finance and Budget Committee of the National Assembly. It institutes mechanism for accountability and proper management of state funds. The bill was defended by
the Minister of Finance, Louis-Paul Motazi. You can read the article at page 8 and page 9 of Cameroon Tribune this morning. Le peuple ne doit pas être idiot non plus, dupe, parce qu'en fait, c'est au peuple que revient le droit de voter, d'élire qui pourra présider au destin du Cameroun. C'est pas parce que la presse a dit ci, c'est pas parce que la presse a dit cela que ça va changer votre droit de vote, du moins, ça va changer votre manière de voter. C'est vrai que la presse construit les consciences. Sauf qu'à côté de cette presse, il faut choisir, il faut dire la vraie presse. Quand vous voyez une presse qui... Le problème, c'est que ça ne date pas, c'est pas une seule parution, c'est pas deux parutions. C'est-à-dire que c'est une série de parutions qu'on est en train de faire à l'approche des élections présidentielles pour pouvoir déprécier certains de nos candidats et pour que cela ne bénéficie pas de l'avantage des élections. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est que la campagne va se faire sur le terrain et que le droit de voter reviendra au peuple qui aura le droit de choisir. Et en même, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça pose problème. Est-ce que le chef de l'État est appelé à rester éternel à sa position? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Même jusqu'à présent, il est là, on a besoin d'exprimer notre démocratie, parce que si on est dans un état démocratique comme le Cameroun, on devrait laisser que la démocratie s'exprime de manière normale, de manière équilibrée. On ne devrait pas utiliser des coups bas pour pouvoir gérer ce genre de démocratie, moi j'estime. Allez, ne pas utiliser des coups bas. Certains disent, ou en tout cas, que si ces trois candidats particulièrement sont visés, il y a une cabale dans une certaine presse, une cabale bien poussée contre ces trois candidats énumérés qui ont fait la une de plusieurs journaux hier, Akeri Mouna, Maurice Kamto et Joshua aussi. Est-ce que, comme certains le disent, ils font peur? Ben oui, ils font peur dans une certaine mesure, parce que ils ont tous du bagou, ils ont du gabarit, ils ont le dos large, ils sont parmi les plus crédibles. Vous n'avez qu'à voir, parmi tous ceux qui ont annoncé leur candidature, ces trois-là font quand même partie de tout ce que l'on peut trouver de mieux. Mais moi, je pense que ce qui est en train de se passer avec ce tir groupé maladroit, malodorant et complètement dérisoire, c'est que ils veulent effectivement faire entrer, c'est-à-dire ceux qui s'adonnent dans ces campagnes veulent faire entrer dans la tête de tous les Camerounais que le président de la République à l'avenir a l'éternité devant lui et que personne n'a le droit et ne doit même pas se présenter, sauf si on le soupçonne d'être manipulé par des nations étrangères. Moi, je sais bien. Et la responsabilité de la presse dans tout ça? Mais la responsabilité de la presse, le rôle de la presse, c'est d'informer. C'est d'informer, d'éduquer et surtout d'éclairer. Éclairer. Mais quand on balance de telles informations, on n'éclaire pas, on obscurcit. Et moi, je pense que dans une situation comme celle-ci, au constat de ce genre de manœuvre assez maladroite, il faudrait que les gens comprennent que tout ce qui s'écrit ou se lit dans la presse n'est pas forcément digeste. Et là, justement, c'est la presse camerounaise qui prend aussi un sacré coup. C'est ça que je suis en train de dire. C'est la presse qui prend un sacré coup. Parce que imaginez aujourd'hui, par exemple, que l'ambassadeur des États-Unis poursuive ses journaux pour diffamation ou pour propagation de fausses nouvelles. On va dire que les Américains musellent la presse et tout cela, alors que c'est faux. Et ceux qui écrivent ça très bien que c'est faux. Donc ce n'est pas très bien, ce n'est pas honorable pour la presse. Bon, évidemment, il y a certains journalistes qui ne se reconnaîtront jamais derrière des manœuvres comme celle-là, mais je dis que ce n'est pas bon pour la presse du Cameroun, ce n'est pas bon pour la démocratie, ce n'est même pas bon pour l'élection qui arrive. Il est vrai, moi je l'ai toujours dit, que les dés sont déjà pipés dès le départ, avant même que l'élection ne soit jouée. On sait très bien comment ça va se terminer, mais seulement, il faudrait laisser quand même une chance à la démocratie, à l'expression populaire. Et ce n'est pas à travers des campagnes saumâtres comme celle-là qu'on pourra éclairer les Camerounais. Peut-être leur donner la possibilité de choisir quelqu'un d'autre que le candidat qui est choisi par des régions tout entières. Et pendant ce temps, la Nouvelle Expression nous fait savoir que Akeri Mouna, lui, a été investi par un parti politique, le FPD, le Front Populaire pour le Développement. C'était samedi du côté de Gaoundéré. On l'a dit à Vévillard, certains s'attendaient à le voir être investi par exemple par l'AFP, qui est le parti créé par son frère, même si son frère n'en est plus le président, mais voilà, Akeri Mouna a quelque peu déjoué les pronostics en se faisant investir par ce parti politique qui a son fief, sa base politique, dont le Mbéré, on est là dans la Damawa, et coordonné par un jeune Camerounais originaire justement de cette partie. Moi, il faut dire que c'est une forme de dribble que vient de faire Akeri Mouna, et je suis certain que tous ceux qui avaient misé qui devrait être plutôt, sa candidature doit être soutenue
par le parti de son frère sont plutôt surpris. Et je pense que c'est là la preuve que, une fois de plus, Akemouna veut démontrer à tout le monde qu'il est le candidat des Camerounais, en allant se faire investir par un petit parti, du moins qui n'était pas suffisamment connu, parce qu'il faut quand même reconnaître que l'EF n'était pas suffisamment connu sur le plan national. L'EF, d'autant pour moi, n'était pas suffisamment connu sur le plan national, et qu'il fallait bien être, peut-être de la région, ou du moins être dans le cercle fermé du pouvoir pour comprendre qu'il y a un parti comme celui-là qui existe, surtout si on s'intéresse à l'administration territoriale, pour pouvoir savoir que ce parti existe. Donc, on estime qu'en allant se faire investir par ce parti, autant pour moi, c'est pour bénéficier de l'assentiment des populations de cette région-là. Et peut-être, vous savez que généralement quand des candidatures sont déclarées, c'est généralement à Douala, c'est généralement à Yaoundé, ou bien dans les grandes régions, mais du moins de ce côté-là, pas encore. Donc, on pense que peut-être, certainement qu'avec ce parti, il a bénéficié de l'aval de la base, l'aval de la base de ce parti, et que les militants vont suffisamment travailler pour que sa candidature soit suffisamment importante et qu'au lendemain des élections puisse bénéficier du vote des Camerounais. Alors, Camille, quel peut être le calcul derrière le choix d'un parti peu connu, derrière le choix d'un tel parti? Il faut d'abord commencer par dire que c'est dans le sens strict du respect de la loi que Akemouna a été investi par un parti, parce que pour l'élection présidentielle, il faut d'abord être investi par un parti, quel qu'il soit. Même si ce parti n'a que 3 militants, un parti doit investir quelqu'un. Et c'est pour ça que lui, Maître Akemouna, faute d'avoir milité dans un parti, faute d'avoir créé un parti, il a décidé tout simplement dans son combat. Il avait l'AFP, par exemple. Mais il n'y avait pas que l'AFP, il y a beaucoup d'autres partis qui auraient pu très bien accepter de l'investir. Mais lui, il a choisi son parti et c'est déjà quelque chose. Il a commencé par respecter la Constitution, par respecter la loi. Bon, pour le reste, maintenant, ce n'est pas une question de grand parti ou de petit parti. On a très bien vu Emmanuel Macron qui, un an avant son élection, n'avait pas de parti. Il n'est pas sorti de nulle part parce qu'il est quand même quelqu'un qui avait fait du chemin politique, même dans le gouvernement, mais seulement qui a créé une dynamique qui, en un an, l'a propulsé au pouvoir. Il est vrai, comparaison n'est pas raison. Le Cameroun n'est pas la France, mais on a vu que Maître Akemouna se conforme à la loi en choisissant un parti qu'il investit. Le reste, maintenant, c'est une question de discours, c'est une question de projet, son projet de société. Et maintenant, il reste au Camerounais de l'accepter, de l'écouter, de l'entendre et de l'accepter. Pour le reste, ce n'est pas une question de grand ou de petit parti. Moi, je pense que Maître Akemouna a fait aujourd'hui un grand pas, parce que jusqu'à présent, jusqu'à son investiture, il est juste considéré jusqu'à samedi dernier, comme le considère, comme le patron du mouvement, le créateur, le leader du mouvement Now. Ce n'était qu'un mouvement. Maintenant, ce n'est pas le mouvement, un mouvement qu'il investit, mais c'est un parti politique. Et c'est tant mieux pour lui. Alors, je voulais ajouter une chose par rapport à ce que vous dites. Là, au moins, en allant se faire investir ce côté-là, il va bénéficier de l'assentiment des populations du septentrion, peut-être, pourquoi pas, parce que là où on a rarement battu campagne, parce qu'on estime qu'elle n'est pas suffisamment populaire, ou du moins, elle n'est pas suffisamment populaire. Même si d'aucuns estiment très souvent que c'est un vivier électoral pour le parti au pouvoir. Non, c'est pas le parti au pouvoir, c'est que vraiment dans cette zone-là, il n'y a que Issa Chiroma et son parti qui essaient de se battre de ce côté-là et que. Donc ça, c'est à Garoua. Oui, non, je veux dire que toute la zone septentrionale, vraiment, voilà les partis qui rivalisent un peu dans ce côté-là. Et du coup, mais Issa Chiroma est un parti de la majorité présidentielle. L'UNDP est un parti de la majorité présidentielle. Exactement. Le parti de M. Moustapha est un parti de la majorité présidentielle. Le problème n'est pas un problème de vivier électoral. De vivier électoral, encore que, bien que le septentrion constitue sur le plan spatial la moitié du Cameroun, mais sur les papiers et selon la démocratie, on présente le septentrion comme un vivier beaucoup plus petit que le reste du Cameroun, ce qui en réalité est faux. Allez, on va poursuivre et parler à présent de crise anglophone avec le journal Le Populi qui parle de manœuvre du boulanger relativement à tous les derniers développements observés donc autour de cette affaire. Manœuvre du boulanger avec cette illustration du chef de l'État qui tente d'appâter Sissoko Ayouk Tabé, en tout cas belle illustration, et le journal qui pense que tout ce qui est fait depuis un certain temps vise simplement
façon à amadouer cette communauté internationale, surtout que le Congrès américain va se pencher sur le cas du Cameroun et notamment cette crise anglophone. J'aime bien ce qualificatif de boulanger. Évidemment, c'est un qualificatif qui est là pour nous faire rire. Le boulanger qui est en train qui va rouler tout le monde dans la farine. Hein, c'est comme ça qu'on avait surnommé Laurent Gbagbo. Il va plus loin maintenant à l'intérieur du journal en mettant l'enfarineur à la manœuvre. Mais c'est ça que je suis en train de dire, le boulanger qui veut enfariner tout le monde. Oui, j'aime bien ce titre, mais seulement il ne faut pas voir derrière chaque action du chef de l'État une sorte de calcul politico-maligne. Non, moi je pense que en donnant la possibilité aux avocats de la défense conduits par Maître Bernard Mouna de rencontrer enfin des Sissoko Tabé, moi je pense que ça commence d'abord par lever une suspicion qui était follement entretenue dans les réseaux sociaux, à savoir que ils